Alors, qu'est-ce que je vais préparer? Bon, donc c'est un des trois axes de la réforme systémique. Hein, dans les copies, il y a trois triptyques. Vous avez le triptyque de pourquoi réformer, c'est la triple transition. Quels sont les piliers du changement pour basculer d'un modèle à l'autre? Ce sont les trois piliers que je vous ai présentés. Et puis ensuite, il y a les trois axes de déclinaison. Comment est-ce qu'on rend concret tout ça? Et un de ces trois axes de déclinaison, c'est en effet sur le plan organisationnel, la territorialisation de la santé. Je vous dirai ensuite et concrètement comment est-ce qu'on le met en place et les conséquences en prenant un exemple, il y en a d'autres, mais qui est la refonte de l'hôpital. D'accord? Donc ces trois axes dont je vous parle, organisation, gouvernance, financement. Vous voyez que c'est pas l'obsession sur l'organisation, elle est sympathique qu'on a depuis quelques années, mais on oublie juste les deux choses qui sont essentielles avec. Là, je vous montre l'ensemble du modèle et puis après, je me concentre sur l'organisation territoriale. Donc, l'organisation, c'est en effet de réfléchir comment est-ce que je peux rendre accessible, pas simplement sous forme d'un service public, ce qui se passe à l'hôpital public, mais l'ensemble des produits et services de santé, puisque l'ensemble de ces services devient absolument stratégique et indispensable pour tout le monde. Donc, on parlera de service public territorial de santé. Évidemment, quand on est sur des pathologies. Évidemment, quand on est sur des pathologies chroniques, il ne faut pas que j'ai l'hôpital d'un côté, la ville de l'autre, les pattes de l'autre et le domicile d'un autre côté. Il faut que j'ai un décloisonnement réel. Et ce n'est pas que de la bonne volonté et de l'incantation qu'il faut faire. C'est la notion. Et puis, donc, le contrat thérapeutique, j'en ai dit un mot. Sur le plan de qui est la troisième chose, hein, ce contrat thérapeutique à mettre en place rapidement. Concernant la gouvernance, donc on l'a vu en partie, hein, État, réorganisation de loi d'orientation, assureur public, gouvernance revisitée et gouvernance opérationnelle sur l'ensemble. Et vous verrez qu'on distingue le rôle de l'assureur public des assureurs privés. C'est la troisième branche du triptyque sur le financement. Et comment est-ce que je pilote mes territoires? Bon, on a inventé quelque chose que je vais vous présenter. Ce qu'il faut, c'est que ça soit dans un cadre structuré, mais avec une forte autonomie des territoires et pour exactement donc ce que tu disais, que les acteurs n'aient pas à attendre une décision technocratique pendant des mois, mais puissent être acteurs du changement facilité. Donc piloté par les acteurs locaux. Donc la troisième branche du triptyque, c'est le financement. Donc, c'est l'assureur public. On distingue les champs, ce que font tous les pays, et on est le seul à avoir un assureur privé qui complète l'assureur public, évidemment, ce qui est d'une inefficience économique structurelle. Bon, donc on distingue les champs d'intervention, hein, entre la sécurité sociale et l'assureur privé. C'est pas très compliqué parce que quand vous avez, par exemple, les affections de longue durée, vous n'allez pas les faire rembourser par les mutuelles. Bon, donc on me dit, ah oui, non, c'est pas compliqué, on a fait l'exercice jusqu'au bout, croyez-moi, c'est pas compliqué. Mais évidemment, c'est une source d'efficience et donc d'avoir des ressources, des nouvelles ressources très importantes. Soins non remboursés pour les assureurs privés, plus la prévention, puisqu'il y a une large partie de la prévention, en effet, qu'on pense devoir être financée par les assureurs privés, et un compte personnel de prévention qui permet la bascule immédiate, c'est-à-dire qu'il faut individualiser la prévention. On a une prévention collective, on dépense presque 5 milliards et demi, 6 milliards par an, historiquement, vaccin, mais ça ne suffit pas, ça. Il faut qu'à l'échelle individuelle, qu'il y ait de la prévention pour que c'est un impact, notamment de la prévention primaire. On a fait, quand on a investi dans le capital humain, dans les compétences, on a créé, on a rendu liquide, en tout cas, le compte personnel de formation. D'ailleurs, pas bien à l'hôpital et assez curieusement, on ne l'a pas. Mais il faut aller en le rendant efficace, mais il faut aller vers ce genre de choses. C'est-à-dire vous dire, moi, j'ai accès à des services, je ne vais pas développer la chose, mais alors, ce service public territorial de santé, territoire de santé, nouvel horizon des professionnels et des usagers. Il faut définir des territoires communs. Chaque professionnel est conçu pour le citoyen. On territorialise depuis une trentaine d'années. Hein. Puis on a fait les GHT, on a fait les CPTS, on a fait les territoires de e-santé, on a fait les territoires de permanence des soins, on a fait les territoires de la psychiatrie, même avant. Non, mais vous voyez toujours, il n'y a pas un Français qui connaisse son GHT, sa CPTS. Hein, vous pouvez vous rassurer, vous demandez dans la rue, vous verrez. Mais parce que c'est pensé pour la gestion de l'offre. C'est pas pensé pour celui qui, quand même, en est normalement le bénéficiaire. Donc, il faut territorialiser comme Napoléon a territorialisé il y a 200 ans, où il a dit, je veux territorialiser mon administration. Qu'est-ce qu'il a dit? Ben, il a dit, il faut qu'un truc qui parle aux gens. Un truc qui parle aux gens, c'est que je définis des départements où je peux en faire le tour à cheval en une journée.
Ça, les gens, c'est quelque chose de palpable. Bon, non mais c'est intéressant comme chose, parce que c'est exactement la même chose qu'il faut faire en santé. C'est-à-dire qu'il faut que ça soit un territoire qui parle aux citoyens et dans lequel ce citoyen peut trouver l'intégralité, l'ensemble des produits et services essentiels à sa santé. Ça, c'est à l'État de le faire. On connaît très bien comment faire. Nous, on a travaillé sur la question, à peu près 300 territoires de 200 000. Il faut un seuil critique de 200 000 habitants, mais il faut le faire. Et ça, c'est le nouvel horizon de chaque citoyen et de chaque professionnel de santé, tout en laissant les valeurs fondamentales du système. Ça, c'est un parti pris de l'Institut Santé, on peut être contre, mais c'est-à-dire, puisqu'on veut réinventer un modèle français, c'est liberté de choix, évidemment, de son médecin et de son établissement. Donc, c'est pas parce que je suis dans un territoire que je ne peux pas me faire soigner ailleurs, et liberté de choix de son mode d'exercice et de son lieu d'installation pour les professionnels de santé. Voilà. Ces territoires se substitueront à toutes les sectorisations existantes. Je vous ai mis un petit exemple de ce qu'est la sectorisation existante pour vous montrer quoi ça marche pas. Chaque professionnel de santé exercera dans un territoire. Voilà. Des missions. Alors, donc, ces territoires, vous voyez bien que c'est l'unité à laquelle on va déléguer des missions de soins et de santé publique. D'accord? Mission de soins et de santé publique, je ne vous les passe, vous les connaissez par cœur. Chaque citoyen utilisera préférentiellement l'offre de santé de son territoire, mais restera libre de se faire prendre en charge. Donc, on est du service public hospitalier au service public territorial de santé. Un point très important, c'est que ce service public territorial de santé est délivré aussi bien par les acteurs publics que par les acteurs privés à but non lucratif qu'à but lucratif. Il a fallu un peu d'explication sur de la chose, mais service public n'égale pas secteur public. Je vous rappelle que l'eau que nous buvons toute la journée, que les déchets dont nous profitons des traitements, en tout cas de ne pas les avoir chez nous, tout ça, sont gérés uniquement par des sociétés privées, qui sont des sociétés mondialisantes très, très lucratives, mais qui réalisent un service public absolument impeccable, qui est un modèle dans le monde. Donc il n'y a aucune contradiction. Je fais partie d'un service public territorial de santé, mais je choisis d'être en exercice libéral. Il n'y a pas de problème. Tant que et pourquoi je délivre un service public en tant que libéral? C'est parce que je suis financé par la sécurité sociale. Et si je ne le veux pas, ben je sors du système et je me mets ce qu'on appelle en secteur 3, mais je ne suis pas dans le système. Oui. Et ça, c'est comme ça qu'on a fait accepter, parce qu'il fallait trouver le moyen de trouver les ponts. Bref. Délégation à tous les acteurs, je l'ai dit. Alors, la gouvernance simplifiée. Donc là, on arrive une fois que vous avez ces territoires. Donc, comment est-ce qu'on fait piloter ces territoires? Donc, on a réfléchi un peu à ce qui avait été créé, mais il faut leur donner une fonction. On propose un groupement territorial de santé, un peu comme l'esprit des CPTS qu'il y a, mais avec tous les acteurs dedans. C'est une association, vous savez, CPTS, hein, on dit bon. Donc, c'est une association, surtout pas une administration, qui a 4 collèges, qui a le collège des professionnels de santé. Côté libéral, il y a les URPS. Côté hôpital public, il y a les syndicats, mais tout ça peut être évidemment adapté. Collège des représentants des institutions sanitaires et médico-sociales, des institutions, des sociétés savantes, évidemment les ordres. Conseil institutionnel de citoyens représentant des usagers de l'ordre, conseil des élus locaux, des représentants des responsables santé du conseil départemental, parce que quand on agit sur tous les départements, sur tous les déterminants de santé, on ne parle pas que de médecine. On parle de sport, de nutrition, donc il faut que les acteurs locaux qui sont responsables de ces politiques participent. Donc ce GTS, ce groupement territorial de santé, pilote le service public territorial de santé et valorise la démocratie sociale et sanitaire. Alors, comment est-ce qu'on fait que ce système-là est bien intégré et qu'on ait bien une égalité territoriale? Mais en fait, on donne une fonction aux outils existants. Parce que les outils existent, ils sont dans la loi. Diagnostic territorial de santé. Oui, vous partez d'un diagnostic territorial de santé. Pour faire quoi? Pour faire un projet territorial de santé. Ça, c'est prévu dans la loi. Projet territorial de santé qui est issu à la fois du diagnostic et des orientations nationales avec le projet régional de santé. Et vous avez un contrat territorial de santé qu'on appelle contrat local de santé. Donc ce territoire signe un contrat avec la Sécu et l'État de façon à ce que tout soit contractualisé et bien structuré, ce qui permet d'avoir une forte autonomie à ces territoires, aux acteurs dans les territoires. Aujourd'hui, l'organisation, c'est pas moi qui l'ai faite, c'est le Sénat qui a fait en 2022, qui a essayé, qui s'est dit, tiens, c'est pas très clair le truc. Et donc, entre l'ARS et puis, bon, on n'a pas mis le citoyen parce qu'il ne sert à rien, mais engagé. Voilà, ça, c'est l'état sur le truc. Bon,
Donc évidemment, que ça soit pour l'ARS d'ailleurs, aussi bien que pour le médecin ou l'usager, tu vois, ton sentiment, il est. Tu comprends. Tu comprends le truc, hein. Bon. Ben, vous passez un truc, à partir du moment où vous avez un territoire commun aux autres et une gouvernance commune, où vous avez quand même quelque chose qui est extrêmement clair. Donc la simplification et la lisibilité de la gouvernance, ça ne coûte rien, ça va faire que des économies, hein. C'est pas, on parle de l'essentiel de la réforme de santé est une réforme éminemment politique qui fait plutôt des économies que des dépenses supplémentaires. Savoir. L'organisation territoriale, la refonte de l'hôpital. Alors, on va me dire, ouais, mais t'es gentil, mais moi, je vais organiser mon système autour de l'hôpital public. Donc, comment je fais maintenant? Puisque c'était quand même l'objectif des ordonnances de Bray, c'est de dire, j'emmure l'hôpital et tous passent par l'hôpital d'une façon ou d'une autre. Trois ordonnances, hein, les ordonnances de Bray en 1958, 7 articles pour la principale, ça tient sur une page. Vous voyez, on peut faire de grandes choses en étant assez peu diseux. Création de centres hospitaliers universitaires, vous le savez, des médecins à temps plein hospitalo-universitaires, je vous le redis, pour juste savoir ce qui change. Et donc, il faut un peu les rénover, tout en gardant l'esprit de Bray, je pense. Le chef de service est nommé à partir d'un recrutement national commun, à la fois par le ministre de la Santé et celui de l'Éducation nationale. Vous voyez déjà le rôle du chef de service dans je crée l'institution, mais je dis qui pilote les ressources, pas nommé par suite d'un recrutement national à la fois par le ministre de la Santé. Donc, on a créé ce mandarinat médical, mais on est passé d'un mandarinat médical à un mandarinat administratif. Et évidemment, il faut revenir à un équilibre, mais le second mandarinat est bien pire que le premier, comme on peut le voir. Enseignement conjoint à l'hôpital et à la faculté, aussi bien dans la formation initiale que post-universitaire. Cet enseignement peut se faire en enceinte des CHU et des hôpitaux, création d'un corps professoral bi-appartenant PUPH, même si l'enseignement est réalisé en enceinte de l'hôpital. Bon, alors, donc on a ça, évidemment, la vache sacrée du système. Or, je dis aujourd'hui, c'est le territoire. L'hôpital, je parle de l'hôpital public, parce que les cliniques privées suivent et les cliniques privées s'organisent comme les actionnaires souhaitent qu'elles soient organisées. Donc on parle de l'hôpital public qui dépend des décisions de l'État. Bon, l'hôpital doit répondre aux besoins sanitaires hospitaliers du territoire de santé, donc il doit être ancré dans son territoire. Bon, il a un problème d'attractivité des carrières hospitalières et notamment de ce problème de relation avec la ville. Donc faciliter la mobilité, la diversité des carrières professionnelles grâce à des contrats d'obligation de service tous les 5 ans pour diversifier, individualiser les carrières. Ce qu'on propose, c'est René Friedman qui a travaillé avec ça, malheureusement, il ne pouvait pas être là aujourd'hui, il l'aurait dit à ma place, c'est dire comment est-ce que je peux permettre à mes ressources vives, mes ressources humaines, de participer à cette approche territoriale. Ben, on a pensé, mais il y a peut-être d'autres façons de faire, hein. Un contrat d'obligation de service où vous choisissez le 3-2, le 4-1 ou le temps plein hospitalier si vous le souhaitez. Tout ça est sur doit être sur le libre arbitre, même s'il faut prendre en compte évidemment les besoins du service. Donc, ce contrat intégrera la nouvelle responsabilité territoriale. Le temps plein hospitalier sera conservé sur la base du volontariat. Plus de flexibilité pour davantage de stabilité des ressources humaines. Après, il y a d'autres choses. Revalorisation salariale en fonction des réalités salariales et non d'une enveloppe globale et d'une juste valorisation de sa pénibilité. Redynamiser les carrières paramédicales par mobilité interne, ça c'est moins. L'autonomie des hôpitaux. Alors, deuxième chose importante, donc, c'est repenser la gestion des carrières hospitalières, puisque je veux que mon nouvelle unité de pilotage, ça soit le territoire. Il faut que je permette autant à ceux qui sont dans un cabinet médical de ville qu'à l'hôpital pouvoir participer à cette gestion territoriale. Sinon, tout ça est fictif. Vous voyez. La deuxième chose importante, c'est de remédicaliser la gouvernance. Je pense qu'on a assez vu les limites de ce qui avait été souhaité en 2009, une seule tête qui dépasse l'administratif. Et encore une fois, on a des administratifs remarquables, ils sont absolument nécessaires, mais comme toute profession, il faut juste leur faire ce pourquoi ils sont faits et pas leur demander ce pourquoi ils ne sont pas faits. Donc, ce modèle de cogestion médico-administrative, on l'a dans une partie des hôpitaux de type les hôpitaux contre le cancer de type Unicancer, où vous avez un directeur général médecin qui est secondé par un directeur d'hôpital administratif. On voit bien que même dans la crise actuelle, ce sont plutôt les hôpitaux qui s'en sortent plutôt bien. Mieux équiper les enjeux humains et médicaux dans le management
Pas développer une chose très importante, c'est l'autonomie des hôpitaux qui serait donc sous la tutelle de la caisse d'assurance santé publique sous forme de contrat, puisque c'est cette sécu qui va être l'opérateur universel, quel que soit des territoires de santé. Conclusion. Les efforts de territorialisation ont largement été contrebalancés par une étatisation rampante depuis 30 ans qui en a freiné les bienfaits, même si certains dispositifs existent et sont activés. Vous comprenez bien qu'on a, et avec la meilleure volonté de tout le monde, hein, personne n'a voulu cette... Mais il y a un paradoxe très fort qui a été de réétatiser, de recentraliser le pouvoir de décision, la gouvernance, et de pousser à la territorialisation, qui signifie donner le pouvoir aux acteurs territoriaux. Vous voyez que c'est pour ça. L'un a annihilé l'autre, alors qu'on pensait pouvoir faire les deux en même temps, mais ça ne marche pas. L'organisation territoriale doit s'inscrire dans une vision globale du nouveau système à instaurer et elle en constitue un des trois piliers de sa déclinaison. Tant que les territoires de santé ne seront pas communs à tous les acteurs, tangibles pour les citoyens et définis clairement par l'État, la territorialisation restera théorique et produira peu de bénéfices. Sur l'hôpital public, comment est-ce que j'en fais encore un lieu qui nourrit l'excellence dans tout le système, parce que nous pensons que ça doit être encore le cas, c'est notamment par des missions supraterritoriales en matière de recherche à l'échelle nationale et à l'échelle internationale, en matière d'enseignement, où là, vous dépassez évidemment la notion territoriale pour l'hôpital public, et donc, sans parler de certains plateaux extrêmement sophistiqués qui resteront dans les mains de l'hôpital public parce qu'ils n'ont pas à être présents dans tous les territoires. Le territoire de santé devenant la nouvelle base de référence de l'organisation de la santé, l'hôpital est à réformer en conséquence pour conserver une place forte dans le nouveau système. Je vous remercie. Alors, est-ce que, Rémi Salmon, est-ce que tu as un micro? Il y a un micro là. Non, merci encore. Et comme vous aimez les questions difficiles et que vous en sortez très bien, il y a une chose dont vous n'avez pas du tout parlé, c'est les liens avec l'industrie et les difficultés que ça peut représenter dans des sociétés multinationales sur lesquelles les décisions sont prises dans des territoires très extra-français. Comment on va pouvoir négocier avec eux, voire leur tordre le bras parfois, dans la réduction des équipements chirurgicaux? Je me penche vers mon voisin pour savoir quand le robot chirurgical coûtera 500 € pièce. Mais dans tout ce qui fait partie à l'heure actuelle en cancérologie, l'un des grands facteurs du coût, c'est le coût des médicaments. Comment on va pouvoir négocier avec eux des possibilités d'améliorer nos déficits? Alors, j'aurais dû dire en effet en introduction, ce n'est pas un oubli, mais pour essayer de se concentrer, d'être plus percutant, évidemment, je me suis concentré sur les services et pas sur l'industrie et la recherche, mais on sait qu'un système de santé repose sur un trépied qui est la recherche, l'industrie et les services. Lorsque notre système de santé était une référence dans le monde au XXe siècle, on était une référence sur ces trois pieds-là. Je connais un petit peu votre réflexion là-dessus. D'abord, je pense qu'il faut dépolluer un peu toute cette relation, c'est pas vrai qu'en santé, avec l'industrie. On a une approche assez binaire qui est transmise à l'opinion publique, comme quoi il y a des gentils et des méchants. Il y a des gentils d'un côté qui font de la santé publique, puis il y a des méchants de l'autre qui ne pensent qu'à faire de l'argent. Le modèle de l'industrie pharmaceutique, c'est maximiser son profit. C'est pour ça elle tire ses capitaux principalement de la bourse et du capital investissement. Donc, ce n'est pas des gens qui vous prêtent de l'argent pour avoir un rendement relativement faible. Donc, c'est leur façon de faire. Mais l'objectif, c'est de rendre compatible ou de faire entrer cette logique-là dans une logique de santé publique. Bon, donc il faut créer les outils pour le faire. Pour ça, encore une fois, faut-il encore avoir une vision? Pas simplement leur dire, tu es un méchant, donc je te considère comme un méchant. D'abord, je m'assure que mon opinion publique considère que tu es là que pour faire du fric et que tu es là. Bref, donc c'est important, hein, ça, parce que ça pollue tout le truc. Surtout que vous l'avez dit,
que ceux que vous rencontrez au ministère qui viennent vous voir, leur pouvoir de décision faible, faible. Donc ça, c'est un peu... Comment est-ce que je peux m'assurer, par exemple, que j'ai des prix plus raisonnables et une volonté de prioriser l'innovation de la part des pouvoirs publics? Ben, c'est en faisant un peu l'inverse de ce que l'on fait actuellement. Qui décide aujourd'hui du prix des médicaments? Je pense que personne ne le sait réellement ici, mais c'est normal parce que c'est une boîte noire. Un truc qu'on appelle le CEPS, mais si le ministre n'est pas d'accord, il appelle le CEPS. Le CEPS, c'est au sixième étage du ministère de la Santé. C'est 25 personnes en comptant les secrétaires qui sont censés gérer tous les tarifs des 12 000 médicaments et de tous les produits de santé. Enfin, on s'étonne on n'y arrive pas bien, mais ça ne peut pas marcher. Bon. Donc, il faut sortir de cette boîte noire. Parlais tout à l'heure de cette gouvernance démocratique. Si vous y mettez davantage de professionnels de santé et de citoyens, pour vous dire que déjà, vous allez avoir quand même une tension dans le système pour qu'il soit un peu plus efficace et un peu plus rapide à se concentrer sur les vraies innovations. Je rappelle qu'on a seulement 30, il y a 36% des médicaments qui ont été enregistrés à l'Agence européenne de 2017 à 2023 qui ne sont pas disponibles en France. Alors, c'est jamais 100%, je crois qu'en Allemagne, c'est autour de 60%, mais on est vraiment... évidemment, comme les gens qui prennent la décision sont en général des gens bien portants, et on a tous un biais, vous voyez, sur la chose. Troisième, donc il faut avoir une gouvernance adaptée qui va prendre en compte l'ensemble des choses. La notion de tarification, je ne vais pas en faire là, c'est une vraie notion économique. Ce qu'il faut savoir, c'est que seule l'innovation apporte des gains de productivité et d'efficience majeurs. Or, aujourd'hui, la logique de pensée de ceux qui ont le pouvoir aujourd'hui, que ce soit l'assurance maladie ou au ministère, pense que l'innovation est un coût et qu'il faut reporter ce coût le plus tard possible. Donc, mais enfin, et je peux vous assurer, hein, j'ai arrêté parce que j'ai bon, mais c'est pas possible. Là, il y a vraiment un travail à faire. Faut peut-être mettre un économiste au ministère, mais je plaisanterie, mais bon, donc il y a un problème de raisonnement. Dernier point, je pense, mais ça c'est je pense, c'est-à-dire que c'est vraiment une vision personnelle, que c'est l'Europe. Il faut viser l'échelon européen. C'est-à-dire que, d'abord, je ne vois pas pourquoi on a encore une ANSM, une Agence nationale de sécurité du médicament qui s'occupe des AMM, alors qu'on a une agence européenne qui maintenant, pour certains, en oncologie, s'occupe de tout, et puis c'est prévu pour tout répartir. Enfin, je ne vois pas l'intérêt d'avoir une deuxième évaluation nationale avec des évaluateurs européens qui sont au moins aussi bons que nous, et dans lequel il y a des Français d'ailleurs. Bon, donc il y a un échelon européen qui se fait. Après, pour le prix du médicament, on ne peut pas y aller tout de suite parce qu'il y a des logiques nationales qui sont encore très différentes. Les Anglais ne font pas partie de l'Union européenne, mais on pourrait prendre entre les Allemands et nous, il y a une vision de la tarification qui est différente. Donc je pense qu'il faut lancer un chantier pour définir une vision, un cadre de définition des tarifs acceptables, commun, parce que c'est une décision politique, hein, commun, et passer à un niveau européen pour définir les prix. Je pense que c'est le chose. Mais j'y vais avec précaution parce que votre souci de ne pas se faire prendre le bras par l'industrie pharmaceutique est un vrai sujet en lui-même et il y a probablement d'autres variables sur lesquelles, et je ne veux pas être trop long, il faut se pencher. Alors, le temps passe parce qu'il nous reste 4 communications, plus qu'1 heure, et on a une question à distance qui est Docteur Cron, et je proposais que cette question soit très courte et une réponse très courte. Et après, Albert Claude, ça t'embête pas de le faire après les sessions, ta question? Bonjour Frédéric, bonjour les amis. Très courte, je vous demande quand même 1 ou 2 minutes parce que je suis intervenu depuis longtemps, je ne suis pas intervenu pour parler du système de santé. Ça fait 20 ans que j'écris dans la revue L'Internat des hôpitaux de Paris, notre association des anciens internes, pour attirer l'attention sur l'État et sur ce qui est proposé. Et je partage avec Frédéric un point de vue, il faut régionaliser non seulement le système, mais également les études de santé. Mais je rappelle qu'à chaque fois qu'on a voulu régionaliser, avec la loi de fer, la décentralisation entraînait 500 000 emplois de plus. Donc attention à la régionalisation, ne multiplions pas encore les administrations. Le deuxième point sur lequel je vais insister,
Le futur est une porte, le passé en est la clé. À l'époque où il n'y avait pas tant d'administration, les médecins étaient disponibles pour soigner, assurer leur garde, etc. Il y a beaucoup trop d'agences. L'État a 1200 agences, dont une vingtaine d'agences de santé que j'avais recensées dans mon livre Blouse blanche, colère noire, et qui sont souvent en doublon et qui sont totalement inefficaces ou qui se contentent de faire des compilations. Le système est beaucoup trop complexe et si on veut pouvoir arriver à trouver une solution, il faudrait commencer déjà par réformer les études de médecine et faire comme en Australie, accéder aux études de médecine générale en 8 ans et pas en 10 ans, puisque la 4e année d'internat qui a été créée en médecine générale a entraîné un retard d'installation, un retard de prise de poste pour les praticiens hospitaliers. Donc, toutes ces réformes ont des conséquences auxquelles on ne pense pas quand elles sont prises. J'attire donc l'attention à Frédéric sur ces réformes, si jamais elles voyaient le jour, sur la simplification administrative absolue qu'elle doit entraîner. Voilà ma question. Comment vois-tu, Frédéric, la simplification administrative? En une phrase, puisque je pense que tu n'as peut-être pas pu, Bernard, d'abord bonjour, toutes mes amitiés. Sois tranquille que c'est bien un des objectifs, mais ce n'est pas l'objectif final, la simplification, ça doit être la réforme doit amener par elle-même de la simplification. Je vais montrer 2 exemples. L'organisation territoriale aujourd'hui, l'organisation territoriale demain, et la réforme de l'État et l'intégration des ARS dans les préfectures supprime de fait à peu près une vingtaine d'agences. Donc, sois rassuré que nous allons bien dans ton sens complètement. Voilà. Merci.